Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle causerie de l'ACFAS Acadie, l'antenne régionale en Atlantique de l'Association canadienne française, et organisée également par le service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton. Merci d'être avec nous en direct sur les pages Facebook de l'ACFAS Acadie et du SVES, ainsi que sur Twitch. Je m'appelle Antoine Zboralski, je suis membre de l'ACFAS Acadie et doctorant en sciences de la vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilbert McLaughlin, qui est chercheur postdoctorant acadien au Centre sur la haine, les biais et l'extrémisme de l'Université d'Ontario Tech à Oshawa. Gilbert, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, ça me fait plaisir. Ça fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tes recherches se déploient à l'intersection de la sociologie politique et de la sociologie des croyances collectives. Et tu as récemment terminé ta thèse de doctorat, qui est une analyse du concept de radicalisation menant à l'extrémisme. Donc félicitations pour ça, c'est une belle réalisation. Merci beaucoup, puis Bel j'avais bien hâte. Moi aussi, j'ai hâte de finir ma thèse. Et donc, toi, tu t'intéresses aujourd'hui à tout ce qui a trait au processus d'engagement, généralement, de maintien et de désengagement dans des croyances collectives. Et on va discuter de tout ça aujourd'hui, et ça inclut notamment des croyances politiques, les pseudosciences et les théories du complot. Donc c'est très vaste, un sujet vraiment passionnant et puis très riche, je pense. Un vaste programme, puis mais quelque chose qui touche probablement tout le monde d'une manière ou d'une autre. C'est ça aussi. Donc on est vraiment très content que tu aies accepté cette invitation. Et puis aujourd'hui, on va en discuter pendant, on va dire, une trentaine de minutes à la base, mais en fonction de... Je sais qu'il y a beaucoup de matière, donc on va peut-être dépasser un peu ces 30 minutes. Et après, on prendra les questions du public. Et on va aborder donc ton parcours, ce qui t'a amené à travailler sur ces sujets-là, vraiment, avant d'aborder tes intérêts de recherche proprement dit, ton travail de recherche. Et on parlera, si on a un peu de temps, de l'impact de la pandémie sur tes travaux, comment ça affecte ta méthodologie et la façon dont tu vois tes travaux de recherche. Et donc pour vous qui nous regardez depuis le confort de vos salons, de vos bureaux ou ailleurs, déjà je vous remercie d'être avec nous et je vous invite très fortement à mettre des questions en commentaire avec du contexte. Donc sous la vidéo sur la page Facebook de l'ACFAS Acadie. Et je tâcherai de les relayer à Gilbert à la fin de notre discussion de 30-ish minutes. Donc n'hésitez pas vraiment à poser les questions ou à faire des réflexions, des commentaires, et je les transmettrai. Et donc sans plus tarder, Gilbert, on va commencer. Est-ce que tu peux d'abord nous parler un petit peu de ton parcours, de comment tu en es arrivé à t'intéresser au processus d'engagement, aux idéologies politiques, puis vraiment aussi à l'extrême droite, qui est une facette importante de tes recherches? Moi, c'est simple, hein, je suis un étudiant, un jeune étudiant bachelier de l'Université de Moncton à l'époque. Donc, j'ai baigné dans la science po au début de mes études. Ouais, la science politique. Et toujours avec une passion aux grands mythes nationaux, aux idéologies qui faisaient mouvoir les gens. Donc, vous avez idée de toutes les grandes idéologies du dernier siècle qui faisaient que les gens arrivent à s'engager, à avoir des rêves, des espoirs, des utopies. Alors, quand j'ai fait ma thèse de maîtrise en idéologie et pensée politique, je me suis d'abord intéressé au grand dérangement en Acadie, qui était un événement, oui, qui a vraiment transformé l'histoire acadienne, mais qui est devenu aussi un mythe, c'est-à-dire un récit important, quelque chose dont on se remémore et qui pousse vers l'action politique. Alors, j'avais fait une histoire vraiment historique, voir comment on avait utilisé ce récit-là à travers les âges, en s'apercevant qu'à chaque époque, on lui donne un sens nouveau, parfois religieux, parfois politique. Puis on va le réutiliser pendant des revendications en disant c'est une nouvelle déportation, on va se faire déporter, et c'est ça qui justifie notre sort, notre utopie, notre façon de faire du politique. Donc, j'ai toujours été intéressé par ces récits-là. Rendu au doctorat en sociologie, c'est vraiment une autre perspective, peut-être plus méthodologique, où j'ai commencé à m'intéresser non pas à la macro-sociologie des récits, mais vraiment aux individus qui sont porteurs de ces idées-là. Et là, c'est tout un flip dans mes études qui va arriver, c'est-à-dire c'est vraiment un autre angle, une autre vue qui est de celui de prendre la perspective de l'individu
Et là, c'est tout un nouveau rapport. Et j'ai voulu continuer à étudier dans le champ de la politique. Alors, qu'est-ce qui était à moi? On a essayé de regarder qu'est-ce qu'en sociologie, c'est quoi les sciences des croyances. Puis on s'est aperçu que ça existe à peine. Ça existe presque pas. Il n'y a pas vraiment de champ constitué ou de professeurs spécialistes en croyances. Mhm. Ça n'existe pas. Ils font de la croyance sur le biais. Ce n'est pas vraiment un champ de la sociologie. Alors, c'est comme ça que je suis parti du concept de la radicalisation, qui était pour une fois un concept qui s'intéressait au processus d'engagement dans l'extrémisme violent. Et c'est devenu un champ plutôt poussé par le politique, hein, Oui. mais qui poussait les chercheurs à s'intéresser vraiment à comment on s'engage dans les croyances. Tu es vraiment parti du. C'est ça, en fait, tu as rejoint le mythe. Donc, tu as le mythe fondateur, puis ça a rejoint ton. Le, t'es allé vraiment aller au niveau de l'individu derrière pour rattraper. Comment dire ça? Parce que je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais. Mais tu le vois bien, c'est-à-dire que même si je ne prends pas de la même lorgnette, la Mhm. question, je le rejoins de nouveau parce que je revois comment l'individu s'inscrit dans ces grands récits-là nationaux, les grands récits djihadistes, par exemple, mais à travers d'une autre angle. Et qui est récupéré par le politique derrière Ouais. pour pousser. À travers le vécu puis l'expérience de l'individu et non pas la création puis le maintien des organisations, des institutions qui créent et maintiennent ce discours-là. Mhm. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc là, ça, c'était ton sujet de doctorat, finalement, la sociologie sur l'individu. Oui, Et aussi étudier le champ des recherches en sociologie sur comment essayer de trouver une, je ne sais pas si c'est une définition, mais en tout cas un cadre autour du concept de radicalisation. Mais c'est exactement ça. on va y revenir après. Et donc aujourd'hui, tu travailles. Comment tu en es arrivé à ton postdoctorat? Parce que tu as fait le C'est doctorat, vrai, puis. j'ai pas parlé du postdoctorat. Alors, après d'avoir travaillé sur l'extrémisme, puis en fait, l'extrémisme, vous savez, ça engendre toutes sortes de comportements, donc pas seulement le terrorisme, mais aussi des comportements violents, haineux, parfois par la parole, à l'écrit. Donc, je vais essayer de me rapprocher un peu de la communauté internationale aussi. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer ma nouvelle directrice, qui est Barbara Perry de l'Université d'Ontario Tech, qui est une spécialiste internationale, surtout sur l'extrême droite. Mhm. Donc, elle travaille beaucoup au Canada anglais. Moi, je lui ai proposé plutôt, quand je l'ai rencontrée, de lui donner une perspective plutôt de l'Est du Canada, la réalité acadienne qui est semi-française, semi-anglaise, parce que je regarde les liens qu'on a avec la communauté anglophone. Donc, je lui ai plutôt proposé un projet qui était celui de regarder des mouvements politiques, dont celui de l'Anglo-Right Society, qui est de l'engagement anti-bilinguiste au Nouveau-Brunswick, et de voir, hein, parce qu'il n'y a pas de priori, mais voir si ça s'insère vraiment dans des mouvements politiques de type de droite ou peu importe. Ça, c'était avant expérience parce qu'il n'y avait Ouais. pas d'écrit sur ces groupes-là. Et elle a trouvé ça vraiment une bonne idée. Puis depuis un an, elle m'accompagne vraiment de façon avec brio, hein, vraiment dans mes questions, mes réflexions, puis Mhm. mes défis de terrain. Mais j'ai vu que ta recherche avance quand même bien, parce que je me souviens qu'à l'automne, tu avais été dans un webinaire avec des étudiantes que tu encadres, si je me souviens Ouais. bien, qui portait sur l'extrémisme en Atlantique. Puis c'est un webinaire qui avait été beaucoup suivi. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour ça. Donc, c'était Oui, un postdoc qui démarre très bien. puis je veux dire, avec étonnement, parce qu'on passe 6-7 ans hein, à faire une thèse de doc, puis tu le sais très bien, on est tellement précis que ça intéresse très peu le public. Depuis que j'ai ouvert un peu ma question sur la haine, puis les trucs, quoi, ce qui est théorie du complot ou croyances diverses, il y a vraiment eu un intérêt des médias qui s'est profilé. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est aussi hein, sur les études hein, que j'ai étudié la haine envers les dirigeants politiques, les candidats Mhm. politiques, qui va sortir prochainement, mais qui intéresse tout le monde, hein, parce que là, on est vraiment dans le vécu des gens. Peut-être que la radicalisation, ou surtout la perspective théorique était plus loin. Ah, c'est sûr, il y a largement, il y a vraiment, enfin, c'est tellement vaste au sujet. Ouais. Il y a tellement de questions, et j'ai noté énormément de questions ici, puis n'hésite pas à dériver pendant la causerie, parce que je suis sûr il y a des aspects que j'ai pas imaginé dans tout ça. J'aimerais qu'on commence plus dans le concret sur tes résultats de recherche, le contexte d'abord de tes recherches.
on a parlé beaucoup pendant la pandémie de l'adhésion à des théories du complot, de croyances aussi dans les pseudosciences et d'extrémisme politique, un peu moins même avant la pandémie. Il n'y a pas que la pandémie qui a généré ça, disons, mais c'est quelque chose qui s'est amplifié. Alors, j'aimerais d'abord que tu me dises si tout ça, c'est relativement nouveau ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui existe depuis un certain temps, cet ensemble disons, d'adhésion à des idéologies, je ne sais même pas comment dire ça, des théories du complot, par exemple. Est-ce que c'est des choses qu'on voit de plus en plus ou est-ce que c'est juste enfin, qui existent de plus en plus ou c'est juste qu'on les voit mieux qu'avant? Ben, en fait, il faut toujours dire au départ que les complots, ça existe. Il y en a dans l'histoire, il y a des complots politiques. Qu'est-ce qu'on appelle théorie du complot? C'est habituellement des récits monocausales à lesquels aucune preuve sérieuse ou ce qu'on pourrait appeler de démonstration qui garderait une certaine rigueur vise à démontrer qu'il y a effectivement un complot. Donc, quand on prend ces récits-là, parce que c'est surtout sous la forme de récits et non pas, et non pas justement de démonstration, Mhm. ça existe depuis la nuit des temps. L'Europe en a connu plusieurs et ailleurs aussi. La grande distinction, vraiment, et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui, c'est vraiment l'arrivée des médias sociaux, d'Internet, qui fait que maintenant, pour profiler des théories du complot, on n'a plus besoin de faire du bouche à oreille comme qu'on faisait au village, mais vraiment, on le diffuse à travers l'Internet avec un clic, on ajoute 2 lignes, donc les histoires s'ajoutent, se grandissent, se multiplient, puis après ça, elles se redivisent à une vitesse peut-être qu'on n'a pas connue à l'époque. Et un bon exemple de ça, hein, si on retourne à la dernière pandémie de 1918, il y en avait des théories du complot à l'époque, mais à l'époque, il fallait attendre que ça soit publié dans un journal ou dans un livre, puis que ça se diffuse. Là, à peine que le COVID a été lancé, que ça a pris une quinzaine de minutes là, avant qu'on a déjà essayé de découvrir qui était le coupable, qui sont responsables. Et l'Internet, alors, est un facteur de prolifération incroyable. C'est Mhm. sûr, puis c'est pour ça que les gens disent ben, où ça émerge, tout ça. C'est sûr que les moments de crise sont des moments cruciaux pour la prolifération de ce genre de théorie-là, principalement parce qu'on est en recherche de sens. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc on cherche la vérité. Oui, absolument. Donc, c'est une quête de vérité parce que les gens sont de un convaincus, puis c'est ça qui est la ligne entre désinformation puis ceux qui sont des vrais adeptes de la théorie du complot. C'est que ces adeptes-là de la théorie du complot cherchent à comprendre ce qu'aujourd'hui on a peine encore à comprendre, c'est-à-dire l'origine, les responsables, les intentions des politiciens puis qui se déroule hein, vraiment, vraiment rapidement, même si on a l'impression que COVID, c'est long, puis on est à la maison, mais sur un temps, disons, sur un temps historique, c'est très court qu'est-ce qu'on a vécu, puis les changements ont été très rapides. Mhm. Est-ce qu'on supporte moins l'incertitude? On ne supporte jamais l'incertitude, pas moins ni plus. Ok. On est dans un moment d'incertitude qui augmente. Puis on peut le voir aussi avec les crises politiques. On l'a vu à l'époque quand Trump a été élu la première fois. Mhm. Il n'y avait pas le COVID, mais ça mettait des moments d'incertitude mondiaux. Il y avait toutes sortes de théories à l'époque. Donc, encore une fois, le fait de manquer de... C'est important pour l'humain de saisir la réalité parce que c'est de cette façon-là qu'on peut la prendre en main. C'est ça, Donc, oui. si on peut identifier le problème si on peut bien identifier le problème, on peut alors agir sur le phénomène. C'est une façon que l'humain a de pouvoir avoir une main sur le phénomène. C'est sûr que là, la théorie du complot, le problème, c'est de penser qu'on a une main mise sur le phénomène puis qu'on peut agir, hein. Alors, ça pose certaines problématiques sur ce côté-là. Et je vais aller directement à cette question-là. C'est qu'est-ce qu'on peut, comment on peut, disons, descendre cette attente ou en tout cas essayer de résister à ce besoin de comprendre, ce besoin de réponse, ce besoin d'ancrage dans la réalité. Est-ce qu'il y a des façons d'améliorer la, la tolérance du grand public à l'incertitude? Mais c'est sûr, tu sais, fait que les gouvernements ont beaucoup travaillé là-dessus. Je sais que cette année, justement, il y avait, avec des collègues, on avait fait une entrevue média où il y avait des gens en communication politique qui nous parlaient justement
comment les gouvernements pouvaient diminuer cette incertitude-là, justement en expliquant les phases de réouvrement, les phases de fermeture, comment ça va se produire, comment on va procéder, d'avoir le moins d'inattendus possible. Donc, les gouvernements ont beaucoup appris de la pandémie, par exemple, à gérer l'incertitude qui se produit. Nous, comme êtres humains, il faut, puis c'est dur à avoir parce que tu es chercheur toi aussi, mais on est toujours en phase d'incertitude et ça fait des dissonances cognitives. Des fois, on n'est pas bien avec nous-mêmes, mais des fois, il faut juste accepter qu'on ne peut pas savoir certaines choses et avoir peut-être et c'est tout là le défi, hein, d'une hygiène mentale, de préférer toujours de l'information qui est de meilleure source à de l'information où on n'est pas certain. Quitte à avoir moins de certitude. Justement, puis peut-être se tromper parfois. Il y a peut-être un complot derrière COVID, puis on va l'apprendre dans 10-15 ans. Puis on va être peut-être là qui seront moins surpris, mais d'autres. Mais avoir cette hygiène-là nous permet parfois de moins se tromper, moins souvent. Ah, c'est intéressant. Est-ce que, quand tu parlais des gouvernements qui devaient communiquer davantage sur les plans, sur les éventualités, est-ce que ça va vers plus de transparence? Est-ce que tu pourrais le dire comme ça? Je sais que là, on est en sciences politiques presque, et puis Oui, puis c'est moins mon domaine, puis c'est sûr. Mais là, c'est là que la théorie du complot est forte, parce qu'à chaque tentative de gouvernement à avoir augmenté comment est-ce qu'on appelait ça encore? la transparence? La transparence, il y a une théorie du complot qui apparaît derrière pour montrer que cette transparence-là cacherait des mauvais desseins. Et là, c'est un combat sans fin. Oui. Donc, on ouvre de plus en plus de données. Le gouvernement n'a pas le temps de trier ces données. On sort quelques informations ici et là. Une nouvelle théorie du complot apparaît comme si ce n'était pas un hasard qu'il y avait un tel document qui a été envoyé ou un tel courriel qui a été envoyé. Et donc, tout serait connecté. Il faudrait juste refaire les liens de cette connexion-là pour voir qui en est le grand gagnant et qui veut en utiliser à des fins mauvaises contre le peuple ou contre les gens. Donc, c'est vraiment un combat sans fin où la plupart des gouvernements, parfois même, regrettent de savoir lancer une ouverture des documents parce que ça ouvre seulement l'ensemble des possibilités. Oui. Donc finalement, c'est plus un problème de confiance qu'un problème de données. C'est un très grand problème de confiance envers les institutions qu'on vit depuis les derniers 20 ans et qui n'est pas su la veille de se régler. Et d'où vient ce problème de confiance? C'est une question à 100 parce que ça vient vraiment avec la modernité, notre rapport à l'autorité. On ne croit plus les agents officiels. Ça arrive aussi dans le milieu des médias. De plus en plus, les médias se font dire qu'ils travaillent pour des petites compagnies, des grandes compagnies pour les gouvernements. Sous influence, oui. Sous influence. Donc, on a moins confiance, de moins en moins confiance aux ce qu'on appelle les informations officielles, qu'ils soient du gouvernement, des médias ou d'autres organes. Je voulais te parler aussi, dans ce cadre-là, de l'adhésion à des croyances, du rôle des biais cognitifs. Alors, je sais que là, on est très sur l'individu, mais il y a aussi on vient de parler plus de tendances systémiques. Mais là, je voudrais concentrer un petit peu, mais pas trop, sur les individus. On est des êtres humains, on est des êtres vivants, biologiques. On a un cerveau qui a évolué sur des centaines de milliers d'années dans un certain cadre. Et donc, notre cerveau est faillible. Et il y a des biais cognitifs derrière ça. Est-ce que ces biais cognitifs sont des moteurs de l'adhésion à certaines croyances, ou croyances en général, en fait? Ah oui, puis d'une part, là, il n'y a pas d'être humain qui peut sortir de la croyance. On est des êtres de croyance parce qu'on n'est pas omniscient, on n'est pas partout en même temps. Il faut faire confiance. On revient à la confiance. Par exemple, moi, je n'ai pas vérifié que la Terre est ronde, puis il y a des groupes qui pensent que la Terre est plate, le Flat Earth Society, puis je fais confiance aux scientifiques et à la NASA. Je n'ai pas été. C'est révélation choc sur plateau, mais je n'ai pas été dans l'espace, donc je dois faire confiance. On va devoir corriger ta biographie Wikipédia. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'au cours de l'évolution, donc je ne suis pas un évolutionniste, vous irez lire, voir pourquoi ou d'où ça vient, mais on serait doté de plusieurs biais qui n'est pas mécanique, qui peut nous arriver à avoir des tendances à ce que notre fil dans notre cerveau ne file mal certaines informations ou donne de l'importance. Par exemple, on sait que l'humain va avoir tendance à préférer un témoignage qu'un article scientifique. Donc, si quelqu'un vous exprime son expérience
douloureuse de quelque chose qui se passe, on va avoir plus tendance à donner de la crédibilité au témoignage que de la crédibilité à un article scientifique statistique, par exemple. Mm. Bon, il y a des explications, les biologistes pourraient vous l'expliquer mieux que moi. Pas moi. Donc, d'autre part, on va avoir, et puis ça, c'est une tendance qui a beaucoup été travaillée à travers les gens de la com, mais on a, pour que notre cerveau se sente bien, on va avoir tendance à préférer les idées qui confortent nos idées. Mhm. Donc, les gens qui disent qu'on est beau, qu'on est fin, les idées qui disent « tu avais raison, vous savez qu'est-ce qui se passe », ça flatte notre ego, ça flatte notre orgueil, donc on a une tendance. Je dis tout en tendance, hein, Oui, c'est oui, pas bien sûr, bien mécanique. sûr. À préférer ces genres de nouvelles-là. C'est sûr qu'avec les algorithmes sur le net, ça amplifie. On peut s'apercevoir hein, que si vous supprimez ou vous ne lisez pas certains journaux, on va tous vous présenter des journaux qui ont la même idéologie que vous. Donc, ça va vous confirmer vos idées mutuellement. Une étude bien intéressante, quelqu'un s'est mis à une machine à café et a dit à tout le monde que le café donnait le cancer dans un espace de travail. Il a fait un sondage, puis il s'est aperçu que plus qu'une personne boivait de café par jour, moins qu'il avait tendance à avoir cru que le café donnait le cancer. C'est sûr que si vous en boivez 3 ou 4 par jour, vous faites mieux d'avoir des preuves solides hein, que le café donne le cancer, tandis que si vous n'en boivez pas comme moi, ben dit bon, regarde, pourquoi pas? Ah oui, puis tu passes à d'autres choses. Le coût de changer son... Le coût de Oui. changer est là. Et c'est pour ça que certains chercheurs vont parler vraiment d'offres et de demandes cognitives, où finalement, il y a des croyances dans le système. Et si le coût n'est pas élevé d'y adhérer, le coût social, hein, bien sûr, Mhm. on aurait plus tendance à les prendre. Comme au commerce. On va acheter ce qui est le moins cher. Un peu comme ça, si les croyances ne sont pas très chères, puis je parle de cher socialement parce que, par exemple, si vous êtes en faveur de l'esclavage, c'est très lourd socialement à le porter. Clairement, à cette époque. À cette C'est époque, ça. bien sûr. À d'autres époques, c'est d'autres choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne vont pas le porter, mais le coût est là. Mhm. Tandis que le coût social plus bas, ça va être pas coûteux, donc pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre en ligne culturelle, parce que les gens ont tout intérêt que des idées coûteuses deviennent finalement ce qu'on appelle mainstream. Oui. Donc, c'est pour ça que, par exemple, qu'on va voir ce qu'on appelle la cancel culture, qui est d'essayer de mettre en dehors du discours certains discours sociaux, Mhm. justement pour empêcher que certaines positions sociales deviennent plus facilement Acceptable. adoptables ou acceptables. Mhm. Bah, c'est une question de- comment dire, décalage du cadre politique C'est exactement qui ça. fait qu'on élargit les positions extrêmes qui semblent inacceptables aujourd'hui, si elles sont répétées suffisamment souvent dans l'espace public, deviennent, en tout cas, facilitent le pont avec des positions intermédiaires qui sont jugées comme plus acceptables. Ils Donc, deviennent audibles. c'est ça, ouais. Ah, c'est vraiment intéressant comme concept. Puis les biais cognitifs, moi j'invite tout le monde à se renseigner là-dessus, c'est quelque chose de... Oui, puis maintenant, en ligne, contrairement à d'autres sciences où c'est un peu plate, en ligne, il y a vraiment des vidéos puis des graphiques vraiment illustratifs pour expliquer comment notre cerveau fonctionne. Donc, c'est très interactif pour ceux qui s'intéressent. Mhm. Puis, il y en a des centaines, là, je vous ai nommé 2, là. Même en Mais français, tout simplement. en Il y a des oui, ressources en français aussi, ce qui est... faut le noter parce qu'on oui, a qui est tendance rare. on a tendance à aller beaucoup chercher Puis une fois qu'on les connaît, on a un peu moins tendance à tomber dedans, quoique c'est une pratique quotidienne. Donc, je me vois encore me faire prendre tu sais, avec certains biais où justement on essaie de vous vendre des choses, mais le marketing est plein de jeux Oui, sur le biais cognitif qu'après ça vous fait acheter. ils exploitent exactement pour pouvoir maximiser leur profit. Et puis c'est le système qui est ainsi. Ouais. Non, sur les biais cognitifs, oui, il y a beaucoup de choses. Après, il faut avoir le temps de s'y intéresser aussi et essayer d'avoir cette exigence personnelle sur je vais essayer de diminuer mes biais, mais c'est pas donné à tout le monde non C'est pas plus. facile. Ouais, et c'est pas facile. Je voudrais revenir un peu avec toi sur la, plus la vérité et la post-vérité. Parce qu'on a parlé, quand Trump a été élu, Ouais. on a beaucoup parlé de la post-vérité, comme si on était comme Donald Trump était disait beaucoup de choses fausses, ouvertement, et Ouais. sans aucun appui. On avait qualifié cette nouvelle ère, soi-disant, de post-vérité, où les faits ne comptent plus, où la vérité ne compte plus. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais
Ça fait que ce concept-là, comment tu te sens toi par rapport à ça? Ben moi, c'est un concept que j'aime pas du tout voir parce que la façon dont on l'a créé, ça nous semble dire qu'on serait rendu à un moment ou un ère, du moins, où les gens ne s'intéressent pas à la vérité. Ce qui, pour moi, est faux. Les gens ont vraiment à cœur d'avoir accès à de la vérité. Puis je pense qu'on a tous ce désir-là profond parce que c'est avec ça qu'on peut créer le sens dans nos vies, qu'on peut aller de l'avant. La seule chose qui est différente, pour moi, c'est pas post-vérité, mais crise de l'information. Donc, quand Trump parle, puis on le dément, des gens continuent à croire qu'il dit la vérité, puis c'est les médias, puis les gens de l'information qui mentent. Donc, la capacité de définir ce qui nous dit probablement la vérité est en crise. Et ce n'est pas notre souci d'aller vers plus de vérité qui est en crise. Donc, les gens ont autant pour moi, ou du moins, je n'ai pas vu d'études contraires où les gens se diraient moins intéressés ou à ne pas se soucier de la vérité de qu'est-ce que nos élus ou de nos institutions disent. Au contraire, les gens sont, me semble, très demandants pour de la justice sociale, très demandants pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le problème, c'est qu'il y a un vrai problème où on semble très difficile de pouvoir faire le tri. Et il y a un chercheur américain, Jonathan Haidt, qui, je lui reprends son analogie, lui l'avait appliqué un peu à un autre contexte, mais je le sens comme si on est à un moment où on vient d'inventer le fast-food. Aux États-Unis, dans les années 40, 50, 60, on invente le fast-food, puis c'est une grande épidémie, puis les gens ont de la misère, de la difficulté à contrôler leur appétit. Et ça a pris à peu près 30 à 40 ans avant qu'on ait eu un bon rapport avec le fast-food, puis qu'on comprenne que oui, de temps en temps. Et là, je trouve qu'on est dans ce rapport-là avec les nouvelles, puis avec l'information. La technologie aussi, les plateformes. C'est ça, des technologies où on s'informe peut-être moins, on lit moins les journaux, on va voir des mèmes, on s'informe même par les mèmes. Les mèmes nous informent de. Est-ce que tu peux définir ce que c'est un mème? Oui, ça c'est intéressant parce que même dans les dernières campagnes politiques, il y a eu ce qu'on appelle la meme war. La guerre des mèmes. La guerre des mèmes, des mémes. Les mèmes, c'est des images toutes simples qui visent, puis souvent répétitifs, qui visent à inférer une série d'idées, donc souvent comiques pour faire rire l'auditeur, mais parfois utilisées pour passer des messages politiques, justement. Donc, on va ridiculiser l'adversaire en une image. Souvent, comme je dis, répétitif, fait qu'on va revoir les mêmes images plusieurs fois. Les mêmes motifs, oui. Les mêmes motifs. Et donc, pour moi, c'est de dire, on va devoir arriver à faire comme qu'on a fait avec le fast-food, c'est d'éduquer puis se dire, regarde, il y a un temps pour ça. Il y a un temps aussi pour des médias. Faire la distinction de médias officiels et non officiels. Mais non officiels ne veut pas dire souvent mauvais. Là. Il y a des médias non officiels qui ont découvert des choses, qui sont sur le terrain, mais d'apprendre la distance à avoir avec ça. C'est sûr. Je vois, particulièrement en France, il y a beaucoup de médias qualifiés d'indépendants, qui ne sont pas des grands médias, qui font du travail d'enquête et qui sont généralement classés à gauche et qui se revendiquent de cette appartenance politique et qui produisent quand même de l'information, mais une information qui est orientée, évidemment. Mais l'information est toujours orientée d'une façon ou d'une autre, même si vous voyez une information dans le journal Le Monde, il y a une certaine orientation derrière qui n'est pas dite, mais qui est là. Donc, c'est vrai que c'est important d'en tenir compte. Je voudrais parler un peu plus, c'est une question on va parler plus sociologie. Est-ce que, d'un point de vue sociologique, certaines catégories de population sont plus, disons, je ne vais pas dire à risque, mais en tout cas adhèrent plus à des théories du complot, à des pseudosciences que d'autres? Et si c'est le cas, comment ça s'explique? Est-ce que tu as des données là-dessus? Ça dépend vraiment de chaque croyance. Ça va attirer certaines catégories de personnes. On sait les théories du complot, c'est souvent des hommes plus que les femmes. Quand c'est le cas de trucs de santé, ça va être plus les femmes que les hommes. Ça dépend le coût d'accès aussi à la croyance. Donc, par exemple, les théories du complot, c'est gratuit. On va avoir des gens d'un milieu un peu plus populaire, un peu plus pauvre. Tandis que les pseudosciences, les thérapies holistiques demandent des gens qui ont de l'argent. Donc, ça va souvent être des familles de classe moyenne
qui Mhm. va avoir justement le luxe de pouvoir aller faire des thérapies dans le sud ou ailleurs, ou qui vont pouvoir s'acheter des médicaments naturels. Donc, on va voir vraiment des zones. Ce qui est intéressant, ce qui pourrait toutes les rassembler, c'est que la plupart des gens qui rentrent dans des croyances hors normes sont des gens qui sont plutôt psychologiquement ouverts et non fermés. Donc, les gens dogmatiques, bornés, habituellement ne se lancent pas dans de nouvelles croyances. Ils vont garder les croyances de leur enfance, donc les croyances religieuses, par exemple. On ne va pas voir de convertis chez les gens qui ne sont pas ouverts Mhm. cognitivement. Donc, l'esprit critique, ce qu'on essaie de développer justement pour combattre les croyances, est un facteur qui aide les gens à adhérer à de nouvelles croyances. Et Le alors, paradoxe. c'est ça, c'est le paradoxe. Et là, c'est d'enseigner peut-être le bon esprit critique. Mais donc, c'est à peu près la démographie qu'on va trouver. Donc, plutôt jeune, parce que chez les jeunes ont plus tendance à construire leur identité, leur réalité. Quand on est vieux, on a plus tendance à la maintenir. Mhm. Donc, les jeunes ont plus tendance à adhérer à de nouvelles idées, à des nouvelles modes. On voit aussi les gens qui ont des préoccupations politiques ont plus tendance à changer d'idée. Les gens qui vont avoir un souci, des soucis de santé mentale. Je ne dis pas fou, je ne dis pas de problème de santé mentale, je dis juste un haut niveau d'anxiété, des hauts niveaux de dépression. Fait que c'est souvent le cas, hein. Si la réalité te traite bien, habituellement, on ne va pas chercher des réponses à pourquoi notre vie va mal. Et à part si on est de nature philosophe, là, donc on se trouve des problèmes où il n'y en a pas. Là. Mais habituellement, les gens qui, justement ont de la difficulté de trouver de l'emploi, qui sont plutôt pauvres, qui ont eu des vies difficiles, vont avoir plus tendance à essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Puis ces solutions-là peuvent être par l'engagement politique plus radical, Mhm. ou ça peut aller chercher des réponses rapides à travers les théories du complot ou autres types de croyances. Mhm. Puis il faut le dire avant que tu changes de question, moi je suis un sociologue, fait que je n'évalue pas si les croyances sont vraies ou fausses. Je regarde seulement la question de l'adhésion. Et le seul critère que j'ai, c'est celui des sciences. Donc, je les classe dans plutôt vrai ou plutôt fausses. Et alors, ce n'est pas à moi à statuer, par exemple, si la Terre est plate ou pas. Ce n'est pas de mon ressort scientifique. Non, c'est sûr, effectivement. Là, tu parlais de radicalité, justement. Tu as senti que j'allais changer de question parce Ouais. que quand tu as dit radicalité, je me suis dit, on va aller de ce côté-là. Euh, c'est quoi pour toi la distinction entre radicalité et extrémisme? Donc, c'est sûr, c'est difficile parce qu'il y a du politique dans ça. C'est-à-dire qu'on a parlé d'extrémisme surtout à travers une conception politique. On voulait mettre une ligne. Mais en gros, tous les extrémistes sont radicaux, mais ce n'est pas tous les extrémistes, c'est pas tous les radicaux qui sont extrémistes. Donc, on a essayé de vouloir mettre une ligne entre ceux qui sont violents et ceux qui ne le sont pas. Je ne suis pas d'accord avec cette distinction-là parce qu'il y a eu de la radicalité violente, très positive, très justifiée. On ne les a Mhm. pas classés d'extrémistes. Donc, par exemple, ceux qui ont voulu sortir de l'esclavage, certains actes de violence vis-à-vis des États qui étaient très violents eux-mêmes. Donc, c'est pas à moi, c'est pas à moi à juger de ça ou à mettre ça sous la radicalité. Ce qu'on entend habituellement par extrémistes, c'est des gens dont leur conviction politique et leur engagement des idées et parfois des actions vont à l'encontre de ce qu'on appelle la norme politique, hein, c'est tous les principes libéraux. Mhm. Et ils sont prêts à utiliser des principes non libéraux justement pour faire avancer leurs idées. Donc, par exemple, on ne va pas qualifier les féministes des débuts du siècle d'extrémistes parce que c'était des idées quand même libérales, même si certains moyens n'étaient peut-être pas libérales. On voulait donner l'égalité à tous. Tandis que là, on va avoir des gens qui, au nom d'une religion, veulent imposer des doctrines liées plutôt à la Bible, au Coran ou tout ça, et il est prêt à utiliser la violence et des fins qui n'est pas en adéquation avec le système qu'on a, donc le système démocratique et ses valeurs. D'accord, donc c'est vraiment dans le cadre
d'une démocratie libérale, C'est ça. que ça s'inscrit et qu'on définit. De toute façon, il y a Fait, toujours fait que cette... par exemple, et c'est là pour dire s'il n'y a pas tout un radical ou un extrémiste dans nous, c'est que quelqu'un qui serait djihadiste dans un État islamique, est-ce qu'il reste extrémiste ou radical? Il n'y a pas besoin de porter son action, c'est la façon dont il souhaite vivre. Mhm. Donc aujourd'hui, on se dit, ah, mais je ne suis pas radical, mais si on s'imagine qu'un gouvernement serait changé puis on enlèverait nos droits, peut-être qu'on le deviendrait. Peut-être il y a quelque chose qui dort en nous, mais l'état des faits fait qu'on n'a pas besoin d'avoir cette radicalité-là. Puis je parle pour certains, là, mais pour la majorité des gens, on n'a pas besoin de le mettre en scène. Non, c'est sûr. Excellent. Je vois qu'il y a déjà des questions, mais j'ai encore quelques questions à te poser avant. Je voudrais que tu me parles un petit peu. Alors, une question simple, disons, c'est comment faire changer d'avis quelqu'un qui adhère fortement à une théorie du complot ou à une pseudoscience. Une théorie du complot infondée, j'entends, ou à une pseudoscience, oui. Ça, c'est une question très compliquée. On n'a pas de réponse scientifique là-dessus. C'est-à-dire que, puis moi, je dois dire par chance, parce qu'on cherche à rentrer dans le cerveau des gens, puis à changer des idées. Le gouvernement ne réussit pas encore. Il y a eu plusieurs centres de déradicalisation, surtout en France, où ça a été un échec le plus total. Le meilleur centre de déradicalisation qu'on a trouvé se trouve dans les pays arabes où ça se résumait par on va vous trouver une femme, puis on va te mettre avec des enfants, puis habituellement, ça désengageait politiquement les gens qui utilisaient de la violence. Pour dire que les enfants ont des vertus. Euh, Cependant, il y a eu un très, très bon travail de fait au Centre de la déradicalisation de Montréal. Je massacre toujours le nom, mais allez voir, je pense que c'est le Centre contre la radicalisation ou quelque chose comme Oui. ça de Montréal, qui vraiment accompagne les gens, les familles. Ce qu'on se rend compte, c'est que on sait quoi ne faut pas faire, c'est-à-dire la confrontation directe, la confrontation violente des idées renferme les gens, les amène à adhérer plus radicalement à leurs propres idées. Donc, c'est toujours avoir une oreille, une écoute, toujours apporter un peu de dissidence de temps en temps, les accompagner, leur savoir que vous êtes une porte de sortie si jamais il veut se sortir de certaines idées. Je vais donner un autre exemple. Le centre a eu de la difficulté, pas eu de la difficulté, a eu à aider quelqu'un en difficulté qui était dans des groupes néo-nazis, mais il était tellement radical qu'il avait tout perdu son lien familial, il avait perdu ses amis, sa famille, qui ne voulait plus avoir de contact avec lui. Fait une fois vouloir sortir du dernier groupe d'amis, c'était très compliqué, c'était très difficile. Donc, on a des gens soit un enfant ou un père, où on veut couper ces relations-là, justement parce que ça devient trop radical, ça devient trop violent. Euh, et malheureusement, il n'y a pas de façon de le faire sans les accompagner là-dedans. On ne peut pas le faire à leur place. Oui. Ce n'est pas l'information qui va les amener à changer d'idée. Et il faut donc voir un peu comme la croyance, comme une espèce de neurone ou de neurone essentiel, un noyau qu'on ne peut pas défaire parce que c'est lié à l'identité de la personne. C'est-à-dire, défaire cette croyance lui ferait mal aussi. Mhm. Mais on peut défaire un peu les croyances périphériques qui fait que tranquillement, la croyance va avoir de la misère à se tenir elle-même. Je peux donner peut-être un dernier exemple avant la prochaine question, mais on a accompagné, par exemple, une personne qui était très, très creux dans les pseudosciences et qui s'en est sortie en amenant en cours la thérapeute qui avait vraiment eu un rapport frauduleux avec la personne qui l'a. On parle de milliers de dollars. Et malheureusement, ils ont été étonnés parce qu'ils ont commencé un peu de rire de cette croyance-là devant elle, puis elle était choquée parce qu'elle y croyait encore. Ah. Parce que si elle poussait l'autre en cours, c'est son lien de confiance avec la personne, pas avec la croyance, qui était brisée. Et donc, ça va se faire petit par petit. La personne va être amenée à faire son processus. Là, ça a commencé avec le groupe de croyants, et par la suite, ça peut aller tranquillement vers la croyance. Mais c'est un chemin long qui peut se faire relativement rapidement, mais qui demande d'être présent puis qu'il n'y a pas de miracle pour qu'on y arrive. Parce on a toutes et tous des croyances qui ne sont pas fondées, et potentiellement des croyances qu'on devrait rejeter finalement, mais on ne prend pas le temps de le faire. Mais il y en a certaines qui sont plus dommageables
pour nous-mêmes, pour notre Puis, entourage. puis, il y a peut-être une petite distinction à faire. Il y a des croyances qui sont au niveau de ce qu'on appelle axiologique, où c'est pas possible de réfuter. Axiologique, c'est les Mhm. valeurs, hein. Est-ce qu'on doit dire que être conservateur, c'est vrai ou faux? Oui, C'est difficile. Même chose, même chose pour Dieu. La question de Dieu, c'est difficile de trancher. L'autre qui est moins difficile, c'est les vaccins. Et les vaccins, ce n'est pas une question axiologique, c'est une question science. Ben là, c'est plus facile de discuter, quoique c'est aussi violent, mais au moins, on peut parler de faits. Dans d'autres cas, on ne peut pas parler de faits. Et là, comment on vient à interpréter ça chez des gens qui veulent se convertir à une idéologie politique ou religieuse, c'est encore un autre niveau de difficulté plus grand. c'est ça. Donc, dans le cas des croyances axiologiques, on est encore plus près de l'identité, au final. Beaucoup plus près, oui. Mhm. Donc oui, effectivement, la complexité s'intensifie. Oui, absolument. Je suis encore. On va passer rapidement ou pas rapidement, là, ça dépendra de tes réponses, mais plus à tes travaux, à ta méthodologie, parce on a beaucoup de choses à dire de toute façon, mais je voudrais savoir quel groupe tu étudies et puis comment tu t'y prends pour les étudier, notamment en temps de pandémie où il y a beaucoup de défis supplémentaires. Oui, donc je ne rentrerai pas en détail pour ne pas perdre mes terrains, là. Oui, je comprends. Mais avec la pandémie, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'accès au terrain est coupé. Donc, j'essaie toujours de rencontrer diverses croyances pour voir les terrains possibles. Donc, j'ai rencontré des anti-vaccins, j'ai rencontré des groupes qui faisaient du ghostbusting dans les maisons pour voir s'il y avait des fantômes. Donc, et de là, mon intérêt, c'est toujours d'étudier des croyances en marge. Parce que pour un sociologue, c'est facile de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un est catholique dans une société catholique au Moyen Âge. On comprend facilement. Oui. Qu'est-ce qu'on comprend moins bien? C'est pourquoi des gens vont aller chercher des croyances qui est marginale, qui peut être un coût social élevé. Et donc, pour moi, le plaisir, c'est pas de dire ça, c'est pas des croyances, puis ça, c'en est. C'est d'aller voir des groupes qui vraiment sont pas mainstream. Et là, mon souci est de continuer dans un angle plus politique. Donc, je m'intéresse de plus en plus aux groupes et aux militants en ligne qui font la promotion de politiques anti-bilinguisme, Mhm. contre le bilinguisme officiel. Et justement, pas pour dénigrer ou dire que c'est vrai, c'est faux, quoi, qu'il y a, comme dans tout mouvement, de la fausse information, de la vraie information, mais vraiment d'aller suivre les gens, de comprendre la différence entre quelqu'un qui pourrait y croire puis soit assis dans son sofa, à quelqu'un qui dit non, moi, je vais prendre le temps de m'engager, de mettre du temps, de suivre un groupe. Et d'alors, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui pousse ces gens-là? C'est quoi les motivations des gens qui vont justement prendre leur temps pour changer la société avec des idées qui est plutôt à la marge? Ah, c'est vraiment un travail de fourmi, j'ai envie de dire. Oui, puis surtout puis c'est ça qui fait aussi la différence quand je vais dans des panels. Mes études sont moins idéologiques que les autres parce qu'on cherche souvent à savoir ben, c'est qu'est-ce qu'ils défendent, c'est quoi leur idéologie, qu'est-ce qui justifie leurs principes politiques. Moi, je suis vraiment dans le récit de vie. Donc, je les Mhm. rencontre, puis je suis comme, explique-moi d'où tu es né, puis comment est-ce que tu t'es engagé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Donc, ça te permet aussi d'avoir plus facilement accès aux personnes parce qu'elles se sentent moins Oui, puis moi, jugées, disons. je n'ai pas de jugement, même a priori, sur ces groupes-là. C'est-à-dire que, bon, justement, dans là, ce n'est pas des groupes violents. Mhm. Donc, ils font partie de la démocratie, ils ont leur place dans la démocratie. À ce là, c'est de comprendre le grief, c'est de comprendre qu'est-ce qui leur fait mal, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui sont les actions politiques, pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'il y a un problème. Et d'aller voir hein, vraiment comment ça qui se socialise là-dedans, qui s'entraident, qui se développent, qui se retrouvent. Donc, c'est vraiment un processus qui parfois est moins conflictuel, justement, que d'aller voir un groupe et leur demander ben, pourquoi croyez-vous là-dedans? Justifiez-moi vos Mhm. croyances. Oui, ils sont moins sur la défensive, Ils donc sont ils moins sur s'ouvrent la plus. défensive. Non, c'est passionnant. Et en étudiant ces groupes-là, là, je vais te poser une question, c'est plus l'interface entre le chercheur et ses recherches. Euh, Je vois le sourire. oui. Est-ce que ça t'a déjà fait changer d'avis d'aller voir ces groupes-là et t'as réalisé que certaines de tes croyances étaient infondées? Ben, justement, surtout, et peut-être moins avec les groupes, mais surtout en faisant l'étude des croyances, la façon dont le cerveau gère l'adhésion aux croyances ou la désadhésion aux croyances, on finit de plus en plus à se voir dans un miroir. Puis là, le chercheur devient un peu pris parce que, comme j'ai dit, on est toutes des êtres de croyance, on est toutes des êtres qui veulent avoir du sens
dans la vie, puis on finit par comprendre comment le sens-là se crée. Et on ne le voit pas tout, on ne se voit pas clair comme dans un miroir, mais parfois, avec ironie, on se dit, bon, regarde, j'ai une dissonance cognitive présentement, puis là, je réagis de façon défensive sur des idées que je suis attaqué ou ça va fortifier. Des fois, je me dis, ah, quelqu'un t'a attaqué, fais attention, ça va fortifier ta croyance sans voir les preuves pour la fortifier. Donc, on vient à voir justement ces genres de mécanismes-là ou des processus d'adhésion aussi à des groupes du genre, ah, ben, tu sais, je veux juste mettre une heure pour ce groupe-là, puis on s'aperçoit qu'on est de plus en plus engagé. Puis on se dit, regarde, on voit que l'engagement est par petites marches. Tu n'aurais pas dit 4 ans passés que tu en arrêtais là aujourd'hui. Donc, comment on s'est engagé dans ces trucs-là, on se finit par se voir. L'être humain qu'on est finalement. Et des fois, ça mène à des petites crises de croyance parce que tu te dis, ben, l'idéologie que j'ai, est-ce qu'elle est fondée sur une argumentation très solide, très rationnelle? Et c'est peut-être là que je me suis rendu compte de comment c'est important, de un, d'être en communauté, puis de deux, d'avoir un groupe d'amis diversifiés. Donc, j'essaye maintenant d'éviter d'avoir des amis qui disent continuellement t'es beau, t'es fan, pour avoir des amis qui mettent un peu de dissonance continuellement. On ne peut seulement avoir un meilleur accès à la réalité qu'avec les autres. Et les gens ne comprennent pas comment c'est difficile d'avoir un accès direct à la réalité, comment les gens nous perçoivent, comment on se perçoit. Et donc, on a continuellement besoin des autres. Puis les autres n'ont pas une vue objective de nous non plus. On a besoin des autres pour avoir cette vue-là. Et c'est la même chose quand on fait de la science. Puis j'ai réalisé que le processus scientifique n'est pas différent du processus humain. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps, puis même quand je rencontre des anti-vaccins, ils vont dire, ben oui, mais on a une étude ici qui le démontre. Mais je dis, oui, mais une étude, c'est rien. Il faut des études, il faut beaucoup d'études dans différents pays, dans différents contextes. Donc, il faut beaucoup de points de vue dans différents milieux, dans différents contextes pour avoir toujours le meilleur rapport à soi et aux autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la science n'était peut-être pas loin non plus. Mes études sont aussi biaisées. Il y a un autre chercheur qui va réétudier mon groupe, retrouver d'autres choses, puis là, on va apprendre de mieux en mieux les objets qu'on étudie. Ah, c'est vraiment super intéressant ça. Et ça montre bien qu'on n'est pas... parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le grand public qui voient les chercheurs comme, disons, ils s'intéressent à une question de recherche, puis ils ont des résultats qu'ils produisent, mais en fait, c'est une interaction, c'est pas juste unilatéral où on étudie un groupe et on va produire un rapport dessus ou des Puis là, il y a résultats. le système science qui est comme vrai. Puis c'est Oui, là que notre système est exceptionnel parce que dans la plupart des systèmes de connaissances, une fois qu'on a la vérité, on arrête. C'est-à-dire la vérité, c'est X, puis c'est fini. On a un système dont la vérité, c'est de dire que ça se peut que X soit faux. Puis la science est toujours en train de falsifier puis de changer qu'est-ce qu'on pensait vrai il y a 10 ans ou 15 ans, puis dire, ben, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Donc, puis on ne va pas dire, ah non, tout le système, on ne fait plus de science parce qu'on trouve que c'était faux. Non, au contraire, le système fonctionne parce qu'on est capable de revenir en arrière puis de continuer en avant avec de la nouvelle information. Donc, si on parle de 1000 ans d'outils pour en arriver justement à une procédure qu'on appelle les étapes de la démarche scientifique. oui. Ça a pris du temps Ça a pris du temps. et ça prend encore du temps. Et on n'est pas, Ouais. ça se perfectionne chaque jour dans les laboratoires, dans les têtes des chercheuses et des chercheurs. J'ai une dernière question pour toi, et c'est une question vraiment plus large sur ta conception du rôle de chercheur, je pense. Toi, tu interviens régulièrement, tu traites des sujets qui sont des sujets chauds d'un point de vue politique, d'un point de vue social. Les anti-vaccins, les pseudosciences en général, la radicalité, les théories du complot. Et donc, tu interviens régulièrement dans différents médias pour parler de ces sujets-là. Et moi, je voudrais savoir pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui vont se contenter de produire leurs études, d'écrire leurs rapports, puis ça va être les médias qui vont s'en emparer et qui vont faire leurs choses de leur côté. Et les chercheurs vont se concentrer sur leur propre objet d'étude. Toi, tu as choisi, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, hein, peut-être que c'est circonstanciel, mais tu as choisi de répondre aux médias et d'intervenir assez régulièrement, notamment dans la dernière année. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est une bonne question. Puis ça m'a amené à réfléchir
en même temps de le faire sur le rôle parce que je vois aussi des collègues qui le font ou des chercheurs de d'autres universités. Qu'est-ce que je veux pas être dans les médias aussi. Moi, principalement, c'est une chance qu'on m'a offert parce que il y a peut-être eu d'autres recherches, même parfois que je trouve plus pertinentes, mais ce n'est pas le lieu ou ce n'est pas l'enjeu. Donc, je ne contacte très rarement les médias. Les médias vont me contacter pour me Mhm. parler d'enjeux précis. Et là, la question de savoir, mais quel rôle je veux avoir dans ça, parce que des fois, on a plus de demandes ou on a des demandes pour quelque chose de plus sensationnaliste ou plutôt, comment dire, j'essaie d'éviter d'être le sociologue de poche qu'on invite pour des sujets où je ne suis pas maître. Mhm. Et donc, je m'aperçois de plus en plus qu'il y a des gens qui vont utiliser la sphère médiatique pour sortir de leur domaine de compétences, pour être un peu sociologue de tout. On va Oui. parler en général. Puis oui, on peut le faire puisqu'on a une formation de sociologue, puis parler en généralité des choses. J'ai commencé à trier en me disant, mais je vais prendre vraiment des moments où j'affiche en public de l'expertise, puis les autres en discuteront ou feront de la politique ou diront qu'est-ce qui est bien et mal ou beau et bien. Moi, je vais donc participer de façon plutôt neutre. Donc, ça m'est arrivé de refuser certaines entrevues justement en disant, ben, regarde, moi, je ne suis pas la personne, allez voir plutôt un tel ou allez voir un autre. Pas parce que je n'avais pas d'opinion là-dessus, mais parce que justement, je pense que je ne veux pas faire d'opinion dans les médias. Mhm. En même temps, c'est une belle vitrine parce qu'on travaille en silo où on se parle seulement entre chercheurs. Et c'est dommage parce que les gens ont une soif de science et on perd avec le processus doctoral notre capacité de rejoindre avec des mots de tous les jours les gens. Et pour moi, ça a été une formation à réapprendre à avoir un vocabulaire vraiment que tout le monde, où tu peux être audible à tout le monde parce que tu n'utilises pas des mots où seuls les sociologues qui en ont fait 10 ans peuvent comprendre. Là. Ouais. Donc, c'est encore en cours, là. Donc, j'y travaille encore. Mais pour moi, si on veut rester dans le cadre de la recherche, je suis un chercheur qui croit beaucoup en la science, c'est-à-dire d'essayer le plus possible d'avoir cette neutralité-là qui est impossible en fait, mais qu'on doit quand même, comme un idéal qu'on ne peut pas atteindre, essayer toujours de rester neutre devant ces phénomènes sociaux-là parce que je pense qu'on a besoin d'autant plus de gens détachés que des commentateurs sociaux Oui. qui ont un rôle, mais je pense qu'ils en ont assez. On leur donne peut-être un trop grand rôle déjà. Ben, ils sont là, puis je pense pas qu'ils ont besoin de moi de plus, disons ça de même. Ok, merci. On va passer aux questions du public. On a déjà parlé, je pense, pendant plus de 40 minutes. Ah, ben ça passe vite, Ça passe vite. en bonne compagnie. Peut-être même 50 minutes, oui. Donc, je vais te poser, il y a déjà pas mal de questions sous la vidéo. Donc, allons-y. Une question de Jeanne d'Arc Godette. La non-confiance dans les institutions peut-elle être tributaire du manque de participation citoyenne qui, au cours des dernières décennies, a été ignorée par des leaders politiques ou dans d'autres domaines? Les gens veulent faire partie des décisions qui les concernent, n'est-ce pas? Ben, c'est une très belle question. Puis, quand même, bonjour à Mme Godette que j'ai déjà rencontrée. C'est pour moi, c'est la question tout le temps de l'œuf puis la poule parce que est-ce qu'on a une perte de confiance parce que puis après on se désengage ou les gens ne s'engagent plus et donc ça crée une perte de confiance. Il y a une étude qui a sorti aux États-Unis, puis je ne sais pas si ça peut s'extrapoler, mais c'était une étude qui s'appelle, c'était Bowling Alone par un Américain qui étudiait où la participation citoyenne était la plus grande. Et il s'apercevait que c'était dans les endroits où il y avait le plus de clubs ou le plus où les gens De vie communautaire de vie communautaire, où les gens ne faisaient pas du bowling seul, mais en groupe, où il y avait la plus grande participation politique, parce qu'il s'apercevait que le contact social, le fait de sortir à des pubs, le fait de lire des journaux, de redonner de la confiance dans les institutions, le fait de participer donnait de la confiance dans les institutions. Là où c'est hors de mon sujet, mais que j'ouvre la porte pour une réflexion, puis désolé pour vous, madame, mais ça ça ne répondra pas à votre question, c'est de savoir, il y a un désir
maintenant de s'engager autrement. Et je ne sais pas comment les institutions vont répondre à ça. Et je dirais même, et là, je fais un saut incroyable, mais juste à regarder, par exemple, la participation militante extrémiste. Et on n'est pas vraiment dans ça dans nos groupes acadiens, mais disons, même le djihadisme ou même les groupes d'extrême gauche, ça ne se fait plus avec un chef, avec des institutions, avec un secrétaire, puis tout le monde est seté. Là. Ça se fait de moins en moins par des groupes constitués, c'est plutôt des Horizontaux. horizontaux. Mhm. Et je ne sais pas comment on va réagir avec ça, parce que l'horizontaux a ses qualités, mais a aussi ses difficultés à mobiliser et à avoir des actions directes. Donc, j'aimerais vraiment pas être à la place des leaders communautaires et politiques parce que c'est un grand défi et un défi dont je ne sais pas comment on va le relever. Ah, vraiment, tu ouvres une belle porte. Ouais, désolé, mais c'est Non, non, vrai, mais c'est une vraie bonne question. l'engagement, oui. Toujours alors, Madame Godette a posé beaucoup de questions, donc je vais les poser au fur et à mesure. La post-vérité n'est-elle pas aussi en partie la conséquence d'une information soi-disant vraie, publiée trop rapidement sans prendre le temps de l'analyser et de la traiter en profondeur? Je pense que là, il y a une question sous-jacente sur la qualité des médias. Le- Oui, puis non. Oui, puis non, parce que de un, c'est vrai qu'on a, puis les médias sont en pleine crise là-dedans, c'est-à-dire que l'information, elle est directe. C'est-à-dire, si on attend au soir pour la publier, il y a quelqu'un qui a eu la primeur avant, il a pris son téléphone, il l'a mis sur Internet. Donc, les médias n'ont plus la primeur des choses. Puis on se ramasse avec des groupes comme RDI qui a de l'information continue, euh, avec peu de filtres. En même temps, la qualité des médias, puis j'en ai vu, ils ont fait plusieurs gaffes parce qu'ils ont publié trop vite, mais la qualité des médias de qualité, je sais pas si c'est redondant, mais c'est surtout d'être en mesure de revenir justement là-dessus et de faire des erratums, de dire, regarde, on s'est trompé avec celui-là, on l'a publié trop vite. Donc, je l'ai vu souvent en ligne, de faire des excuses, de revenir en arrière, de rectifier l'information, ce que ne fait pas les médias de moins bonne qualité Mhm. ou justement des médias de mésinformation. Donc, je ne suis pas certain que la post-vérité serait liée vraiment à une baisse de qualité des médias, mais peut-être à une compétition accrue et féroce d'alternatives. Je vais dire même donner un exemple. Avant, les médias étaient les gatekeepers. Fait qu'il y a des informations qu'on n'allait pas publier en tant que médias par respect. Donc, chez en France, si le président avait une maîtresse, les grands médias n'allaient pas en parler publiquement. Mhm. À partir de maintenant, c'est free for all. Là. Je veux dire, les médias vont en parler, puis le plus vite qu'ils le font, vont le faire Ils parce doivent qu'ils garder leur audience. doivent garder leur audience. Il y a Mhm. trop de compétition. Ça va trop vite. Et alors, on perd un peu cette qualité-là dans ce sens-là, où il y avait 4-5 médias qui avaient une espèce d'entente entre eux Ouais. pour trier l'information. Après, il y a différents médias et différents il y a différentes niches médiatiques, et on n'est pas obligé d'avoir des médias qui sont toujours dans l'instantané. Là, ce qui est Oui, bien, puis c'est ça. Fait que pour des gens qui veulent des médias de qualité, il est encore possible de le faire, mais il y a une tendance où les gens ne veulent pas payer, de un, pour Mhm. leurs médias, et de deux, vont préférer des médias de moins bonne qualité. Et il faut se dire qu'ils sont quand même très bons pour nous tromper. Hein. Moi, j'enseigne pour éviter la désinformation et je me fais prendre encore avec des sites qui copient mot pour mot des sites avec même les mêmes liens. Finalement, c'est des sites frauduleux. Là. Donc, ça va très loin. Là. C'est sûr. Il y avait un commentaire de Laura Pelletier. Je pense que elle dit un autre argument pour la réduction des inégalités. Je pense que c'était par rapport au, au fait que tu disais que c'est les gens qui étaient plus pauvres, disons, qui avaient tendance à adhérer davantage à des pseudosciences ou à des théories, en tout cas des théories du complot. Les pseudosciences, c'était plus classe moyenne, par exemple. Je pense que c'était par rapport à ça qu'elle le disait. Je sais pas si. Est-ce que c'est un argument pour réduire les inégalités ou... Ben, ça se peut, faudrait que je garderai les chiffres, mais c'est sûr que toute forme de précarité va amener des polarisations sociales. Juste un exemple, puis là on sort des croyances, mais si vous regardez les phénomènes néfastes sociaux pendant COVID, tout est on the rise. Là. La violence envers les femmes, les inégalités,
la pauvreté, les gens qui ont besoin de nourriture, et tout en train de monter pendant le phénomène La social. précarité, oui. Fait que des moments de crise sont des moments où cognitivement on va s'en aller dans les extrêmes, mais où la société va s'en aller dans toutes sortes d'extrêmes aussi. Donc, parler de la question de répartition justement de ces inégalités-là me semble est vraiment intéressant pour plusieurs phénomènes sociaux, pas juste ceux-là des croyances. Ah, c'est certain. Encore une question de Madame Godette. Pas assez de temps passé, enfin, plus un commentaire, pas assez de temps passé à déconstruire des mythes sexistes, racistes, etc. On remarque souvent une tentative de les renforcer consciemment ou inconsciemment dans des prises de position publiques peu éduquées. Il devait y avoir un contexte à cette question. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. De un, à chaque fois, parce qu'il y a des sites de débunkage, puis ça prend 3 fois plus de temps de débunker que créer une nouvelle, une fausse nouvelle. Donc, on va perdre ce combat-là. Il y a beaucoup, puis là, c'est pas mon domaine, mais il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'algorithme puis les gens de tech pour essayer d'avertir les gens quand c'est des fausses nouvelles. J'ai hâte de voir. Moi, je jette un œil, même si ce n'est pas mon milieu. Et là, les gens, en plus, se rendent compte que vu qu'on dresse moins la ligne sur qu'est-ce qui est plutôt faux que plutôt vrai, on joue souvent politiquement. Et alors, on va revoir justement dans des moments de crise comme ça des préjugés sexistes ou même surtout sur les immigrants qui seraient aussi la cause de la pauvreté et de tous les maux de la planète. Puis là, j'apprends rien à tous ceux qui font des commentaires, mais le en ligne a été, depuis les années 90, une porte ouverte pour ces messages-là en ligne. Là. Que ce soit sous le forme de l'humour ou sous le forme plus radicale, je veux dire, tout le monde en a vu. Là. J'ai une question d'un certain Andy Couturier qui demande est-ce que les théories du complot ont tendance à pousser les gens vers l'extrémisme et quelle proportion des gens ont tendance à devenir violents suite à ce genre d'adhérence? Donc, la violence politique, c'est une question vraiment intéressante parce qu'on ne réussit pas à en faire un profil. Donc, il n'y a pas de profil défini et ça cause des maux de tête à tous les politiciens, principalement parce que c'est un phénomène qui est plutôt rare, quoique très médiatisé. Donc, si on prend le profil de tous ceux qui font de la violence politique, puis je vous dis que, je ne sais pas moi, ils ont tous 1, 2 et 3. OK, mais quand on regarde dans la population générale, ceux qui ont 1, 2 et 3, c'est peut-être 10-15 de la population. Et ceux qui vont avoir de la violence politique, on parle de 0,0, je ne me rappelle plus le chiffre d'après, mais on est en bas d'1%. On est en bas de 0,1%. On parle une infime minorité. Fait que si on parle de Bourg à Moncton ou de Bissonnette à Montréal, sont des infirmes minorités. Donc, le passage à l'acte est une grande incompréhension des sciences parce que, puis là, je travaille présentement vraiment au niveau théorique à essayer de comprendre comment ça se fait qu'une adhésion cognitive complète n'amène pas de façon mécanique un comportement violent. Donc, on peut avoir des gens qui sont convaincus puis qui vont le défendre publiquement que la violence est la solution et qui ne commettront jamais d'actes violents. Et l'inverse. On a vu des gens qui commettent des actes violents et qui ne sont pas engagés idéologiquement, qui vont se servir de l'idéologie pour commettre leur acte violent au nom de l'idéologie, mais donc ils n'adhèrent pas. Effectivement, c'est compliqué derrière Et pour encore compliquer ça, on a vu des gens qui ont adhéré à des idéologies après d'avoir commis des actes violents. Donc là, c'est plus un biais de confirmation. Pour justifier justement l'action qu'ils ont faite. Qu'ils ont faite pour d'autres raisons. Donc, c'est une complexité incroyable où on est vraiment avec des pincettes pour essayer de comprendre ces engagements-là. Il y a Régine Ducrot qui revient sur l'incontournable nécessité d'avoir un groupe d'amis diversifié. Puis tu as très bien illustré ça, le fait d'avoir besoin, en fait, c'est d'avoir du lien. C'est le lien qui fait, qui alimente la réflexion, qui alimente aussi notre perception et notre diversité des points de vue. Et donc, elle dit incontournable nécessité d'avoir un groupe d'amis diversifié en étant capable de confronter son avis à celui de l'autre, en étant capable soi-même de revenir en arrière. Oui. Et je pense qu'il y a aussi des lignes qu'on ne doit pas dépasser en amitié aussi, c'est-à-dire que la violence, par exemple, il faut faire attention. À partir que c'est violent, moi je mets la barre là. Une violence psychologique aussi. Oui, ça peut être. Oui.
c'est-à-dire des accusations. Puis on a vu ça peut se rendre là. Le problème avec tout ça, c'est qu'on se ramasse avec des amis un peu bizarres. Puis des fois, là, je me réveille en me disant, là, oh, qu'est-ce que je fais là? Mais en même temps, c'est nourrissant. Je trouve ça plus nourrissant que l'inverse. Et j'ai une dernière question pour finir avec Madame Godette, qui demande si la neutralité pure existe, même en recherche quantitative. Non. Voilà, merci beaucoup. Mais vois-tu, c'est pour ça que j'aime parler d'idéal, parce que puis je trouve le journaliste est un très bon exemple. Puis on finira là-dessus, puis pourtant, Tout à fait. c'est l'exemple que je donne. C'est quand ce qu'on fait tout à croire qu'on est neutre, dans le journalisme, par exemple, on réussit à avoir Radio-Canada, puis je sais pas moi, le droit, où c'est des journaux très convenables, puis on sait qu'ils ont des biais, mais ils se présentent, puis ils font à croire d'être neutres. Puis ils disent comme vous n'êtes pas neutre, là. Mais en même temps, tu sais, ça donne de la qualité. Puis tout d'un coup, à partir du moment qu'il y a des gens qui se disent la neutralité, là, ça n'existe pas, ben, check, fuck news, tu sais. Fait que si on oublie cet idéal-là, on va arriver vraiment à justifier n'importe quoi. Bien sûr. Et dans les sciences, pour moi, c'est la même chose. À partir du moment où on ne joue plus cette hypocrisie-là, ce jeu-là, puis on fait à croire puis on accepte juste que la neutralité n'existe pas, mais on va voir se publier n'importe quoi. Donc, je pense que c'est la même chose que dans les médias. J'aime mieux que les médias se font à croire qu'ils sont neutres. Ils font un effort constant à se rappeler, il faut que je sois neutre, il faut que je cache mes biais. Ben, j'aime mieux ça. Puis c'est la même chose au niveau des sciences. J'aime mieux cet effort-là. Mais en réalité, à partir du moment qu'un chercheur touche quelque chose, son biais, lui est inscrit. Il vaudrait peut-être mieux parler de rigueur méthodologique. C'est une rigueur, puis c'est un péché originel qu'on peut patcher avec beaucoup de rigueur, puis beaucoup d'amis, puis beaucoup de relecture, puis entre les pairs, mais qui finalement restera quand même. Ça reste une production sociale, donc par définition biaisée. C'est ça, puis c'est ça qui fait de notre belle nature. Tout à fait, et c'est un très beau mot de conclusion. Merci beaucoup Gilbert d'avoir passé cette heure. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir reçu l'invitation. On a dépassé un peu 1 heure de causerie, je pense que c'est la plus longue causerie qu'on ait faite, mais ça en valait la peine. J'espère qu'il y a encore beaucoup de monde en ligne maintenant. Donc, je te remercie de contribuer à la production et à la diffusion des savoirs en français et aussi en anglais, en Acadie, mais aussi ailleurs, parce que tu es un chercheur qui est un peu partout finalement. Oui, mais c'est important parce que la recherche se fait de plus en plus en anglais. Donc, puis il n'y a aucune raison, surtout en sociologie où on traite des enjeux qui est vraiment locaux. Sur des groupes francophones, par exemple, effectivement. Pour l'ACFAS Acadie, c'est une conclusion parfaite. Ben oui, fait que je vous remercie bien. Je tiens à vous remercier, vous qui nous avez suivis donc en ligne jusqu'ici, pour les questions que vous avez posées, pour vos réactions. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir toutes les réactions. Il y a beaucoup de commentaires aussi. J'inviterai Gilbert à aller regarder les commentaires. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, malheureusement. Le temps est contraint. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner aux pages de l'ACFAS Acadie, à la page de l'ACFAS Acadie, à la page du service à la vie étudiante et socioculturelle de l'Université de Moncton pour suivre les actualités qui s'y trouvent. Je remercie évidemment Andy Couturier qui est avec nous, comme d'habitude, fidèle au poste derrière les caméras et qui gère toute la technique, qui fait un travail remarquable. Donc merci beaucoup Andy, et merci d'avoir aussi participé activement à la promotion de cet événement, que tu as promu beaucoup plus. C'était vraiment apprécié de voir ton engagement sur cette causerie. Et c'était ton idée à la base aussi, il faut que je le dise, c'était ton idée d'inviter Gilbert. Donc merci Andy d'avoir eu cette idée. C'est ça. Je remercie aussi Olivier Cormier et Rémi Goupil du service à la vie étudiante et socioculturelle pour leur soutien précieux au niveau de la logistique. Rapidement, je vais vous parler de 2 prochaines activités qui vont avoir lieu avec l'ACFAS Acadie et l'ACFAS. Donc d'abord, la toute première vitrine des savoirs qui va avoir lieu du 7 au 11 juin prochain. Et c'est un événement qui vise à découvrir des recherches menées par des francophones. Parler de francophonie en recherche un instant. Des francophones qui sont d'un bout à l'autre du Canada et de façon toutes disciplines confondues et dans un format vulgarisé. Donc c'est une activité qui est proposée par l'ACFAS avec en partenariat ces ACFAS, ces antennes régionales, y compris l'ACFAS Acadie. Je vais vous mettre le lien dans un instant. Et deuxième activité dont je voudrais vous parler, ce sera le mardi 15 juin à 16h30 heure de l'Atlantique, et c'est le
fameux concours national de ma thèse en 180 secondes, donc la finale nationale, qui est organisée par l'ACFAS chaque année. Et cette année, l'Acadie sera représentée par Aline Lacaze, qui est doctorante à l'Université de Moncton en sciences de la vie. Elle a remporté la finale du concours du Canada Atlantique il y a quelques semaines. Et je vais également vous mettre le lien pour cet événement en description. Et on arrive à la fin, et cette causerie était malheureusement la dernière causerie que j'animais pour l'ACFAS Acadie. Je pars effectivement explorer d'autres horizons, de nouveaux horizons. J'ai eu beaucoup de plaisir à organiser, à animer ces différentes causeries cette année. J'espère que vous en avez eu aussi à les regarder. J'ai essayé de couvrir des disciplines variées qui sont très loin généralement très loin de mes sujets de recherche, qui vont de la littérature à la psychologie, en passant par l'éducation, les sciences politiques, la sociologie, l'écologie. Donc vraiment une grande diversité, la littérature aussi, une grande diversité de sujets. Et j'espère que vous avez apprécié cette diversité. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi, de nous avoir suivis pendant toutes ces causeries, si vous avez tout regardé. Et en particulier, je remercie Régine, qui nous regarde depuis la France, depuis Villeneuve-d'Ascq, et Laura, qui nous regarde depuis Montréal, pour avoir suivi toutes les causeries, ou presque. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que vous étiez vraiment à de nombreuses causeries. Et finalement, je remercie l'ensemble des personnes qui ont accepté de participer aux causeries, qui ont accepté de venir partager leurs recherches pendant une petite heure, de venir parler devant la caméra, parce que ce n'est pas forcément facile, quand on est dans notre petit bout de recherche, surtout quand on est en début de carrière, de sortir et puis de dire « Regardez, c'est sur ça que je travaille et c'est incroyable ». Donc merci à toutes ces personnes qui ont eu ce courage-là. Je remercie toutes les autres personnes qui ont rendu ces causeries possibles et qui ont contribué à ce que je pense est aujourd'hui une réussite, et j'espère que c'est un modèle qui va se perpétuer. Donc quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter eh bien, un excellent été, une excellente continuation et une excellente fin de semaine à plus court terme. Prenez bien soin de vous, à bientôt.